L'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. C'est Marc-André Leclerc qui va être là toute la semaine pour parler politique à cette heure-ci. Salut Marc-André. Bonjour Mario. On va se parler de ce méga sondage sur la souveraineté dans un instant, mais d'abord, je suis curieux de t'entendre sur les conjointes des sénateurs dont les dépenses de voyage, quand ils accompagnent le sénateur, là, sont couvertes par les contribuables. Oui, effectivement, on parle de 2,6 millions en 9 ans, là, pas pour les sénateurs eux-mêmes, là, comme tu viens de le dire, Mario, pour justement leurs conjoints. Il y a un problème là-dedans. Là. Il y a beaucoup de sénateurs dans le travail, des journalistes au bureau d'enquête au journal qui ont dit c'est les règles, c'était approuvé, donc ça fonctionne comme ça. C'est vrai, c'est les règles, ces comptes de dépenses-là ont été approuvés. On se rappelle ce qui est arrivé là, il y a une dizaine d'années avec le sénateur Mike Duffy qui avait fait mal là, à Stephen Harper à l'époque, parce que l'ancien chef de cabinet, maintenant décédé, Nigel Wright, avait donné de l'argent personnel pour permettre aux sénateurs de dépenser des dépenses qui étaient plus ou moins justifiables. C'est ça, mais lui, c'était pas un voyage. En fait, c'est que lui, c'est pas un voyage. Lui, il restait à Ottawa, donc normalement, il restait à côté du Sénat, mais je pense qu'il avait fait d'un chalet pas tellement habité à l'île du Prince-Édouard sa résidence, comme si c'était sa résidence principale. Puis là, il chargeait du voyagement entre l'île du Prince-Édouard puis Ottawa, là. Effectivement. Donc, c'est pas de quoi de déplacement de conjointe. Bon, c'est juste te dire, Mario, comment les dépenses au Sénat ont toujours marqué un peu l'actualité, là. Mais là, moi, où est-ce que j'ai un grand malaise, c'est mettons, là, t'es un sénateur, Mario, à Terre-Neuve, OK? Puis là, tu t'en viens à Ottawa, puis là, ta conjointe vient, tu sais, pendant que tu sièges. Moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. OK? Je pense qu'à un moment donné, c'est un grand pays. Oui, ces gens-là sont bien rémunérés, mais pendant que la session, pendant que tu sièges, que ta conjointe ou ton conjoint viennent à Ottawa puis qu'on paye pour ça, moi, je suis capable de vivre avec ça. OK, mais je pense qu'on le paye pas pour les élus, ceci dit. On le payerait même pas pour les élus, puis on le payerait pour les sénateurs. En tout cas, je soulève la question. Non, mais on le paye. Mais à Ottawa, je sais pas, tu sais, je suis moins familiarisé avec Québec, mais à Ottawa... À Québec, on le paye pas pour les élus, là. Non, c'est ça, mais à Ottawa, c'est un système de points, là. Que ça fonctionne, tu as un nombre de points, les députés ils ont un nombre de points. Si tu prends ton véhicule, si tu prends, également il y a des ententes avec Via Rail, si tu prends l'avion, fait que ça c'est payé. Les députés là pour se rendre à Ottawa par exemple sont payés. Moi, ce que j'ai un grave problème avec les conjointes puis les conjoints des sénateurs, c'est quand c'est pour des voyages à Whistler. Ça n'a aucun rapport. Et puis quand on paye pour des conjoints 12 000 $ pour s'en aller dans un voyage en Afrique. Parce que même à la base, là, qu'est-ce qui fait le sénateur en Afrique? Ça, on se le demande. Là. Fait qu'on se demande encore plus si son conjoint, il est là puis ça coûte 12 000 bâtons, Mario. Là. Ça n'a aucun sens. C'est comme ça avait été sorti des dépenses de certains sénateurs qui sont allés faire une tournée de l'Alberta là, pendant 15 jours. C'est une quinzaine. Ils sont partis une semaine faire le tour de l'Alberta. Mais les contribuables ont payé pour ça. Puis là-dedans, il y avait sûrement des conjoints là-dedans. C'est là, à un moment donné, tu peux dire comme sénateur, ton travail, faut que j'aille en Alberta, parce que là, moi, je suis législateur, là, fait que là, faut que je comprenne ce qui se passe dans cette région-là du pays. Donc, clairement, oui, c'est ça les règles, mais on peut faire le ménage. Marc-André, c'est un très vaste sondage qui regarde toutes les coutures là, des questions tournant autour de la souveraineté. Sincèrement, moi, j'ai été un peu renversé là, à quel point les Québécois veulent plus rien savoir de la souveraineté, sont rendus attachés au Canada. Écoute, je regardais ça du début à la fin, puis je me disais c'est un cauchemar pour Paul Saint-Pierre Plamondon, là. Oui, mais également, je pense que M. Saint-Pierre Plamondon, il faut qu'il comprenne. Là. Puis je pense aussi analyser les 3 dernières élections partielles au Québec. Il a remporté ces 3 élections-là, pas à cause de la souveraineté. Là. Et ce sondage-là le confirme ce matin. Il a été capable de fédérer les anti-CAQ. Donc, si la glace ne bouge pas, donc si M. Legault reste en place, puis si la glace puis la température de la piscine ne change pas, il y a des bonnes chances de remporter dans un an. Mais ça ne sera pas à cause de la souveraineté. Là, est-ce qu'il peut s'embourber, est-ce qu'il peut perdre des appuis à cause de ça, ou le sentiment
anti-CAQ va tellement être encore fort que, puis M. Pierre Plamondon va être tellement vu comme étant l'alternative avec le désir de changement dans le tapis de la part des Québécois avec les 2 tiers qui veulent un nouveau gouvernement. Si ça reste en place. Mais là, s'il commence à s'embourber dans les histoires de la souveraineté, fait que là, est-ce qu'il pourrait perdre des appuis ou les gens vont dire, on va voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon, puis après ça, rendu au référendum, ben, on votera non. C'est ça qu'on a entendu ici, à Québec, dans Jean Talon, un comté normalement fédéraliste, un comté rouge qui a voté CAQ, puis après ça, qui vote PQ. Ben, les gens, moi, je m'étais rendu sur place, là, lors du dévoilement de la candidature de Pascal Paradis, tout ça, puis je parlais avec les gens qui passaient, puis ils disaient, on va voter pour M. Paradis pour le PQ, puis après ça, ben, on votera non. Qu'il amène son référendum, on va voter contre. Ouais. Sauf que pour lui, c'est quand même une pression. Là. Est-ce que tu mets tous tes œufs dans le panier, de dire, regarde, le prochain mandat, là, ça va être le cœur du mandat, ça va être de tenir un référendum. Quand t'as aucune poignée auquel t'accrocher, là, les gens pensent pas que ça va être bon, ils ont peur à tout point de vue, ils veulent pas de référendum, ils veulent pas de la souveraineté. C'est un sondage, il y a pas... Tu sais, des fois, t'as différents aspects, mais là, il y en a aucun auquel se raccrocher. En tout cas, moi, ça m'a frappé, là. Mais Mario, il n'y a pas le choix, là, PSPP, là. Il est allé trop loin, là. Il n'y a pas le choix d'aller jusqu'au bout, là. Ben oui, de dire qu'il va en faire un dans le premier référendum, pendant le premier mandat, même si on sait que, possiblement, tu sais, je pense que Lucien Bouchard a raison, puis t'en parlais dans le journal en fin de semaine, tu veux pas un troisième référendum perdant. Fait, est-ce que PSPP veut être celui-là qui va amener le Québec vers un troisième référendum qui serait perdant? Il aura beau nous dire coûte que coûte, puis là, il a comme pas le choix de tenir la ligne. Sa ligne, à date, elle fonctionne parce qu'il reste en tête des sondages, mais il a pas le choix de dire qu'il va aller jusqu'au bout puis qu'il va faire un référendum dans le premier mandat, là. S'il commence à changer ça, Mario, pendant la campagne, puis comme elle commence à dévier, puis à jouer sur la carte du bon gouvernement, ben il va tomber dans le même panneau que toutes les autres avant lui. Puis là, la campagne va encore partir là-dessus. Fait il peut jouer la carte dure s'il y a encore un François Legault devant lui. Si François Legault, jamais à Noël, prend une marche dans la neige puis il s'en va, ah ben là, ça va être plus difficile. Marc-André, merci. À demain. Merci Mario. À demain.